monde, ça va bien? Oui. Merci beaucoup d'avoir venu en si grand nombre à l'ouverture à ce lancement du livre à Stéphanie, un lourd fardeau sur l'héritage. Bon, mon nom c'est Vincent-Luc Brouillard, je suis le coordonnateur de l'événement, puis je vais être aussi votre animateur pour l'événement d'aujourd'hui. Donc, je vais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Ma relation avec Stéphanie, je suis un de ses bons amis, on a commencé à maternelle ensemble. C'est vraiment beau de voir qu'on est ici aujourd'hui pour elle et pour le lancement de son livre. J'ai été un peu avec Stéphanie, puis elle a toujours, à l'école, elle a toujours eu un esprit fantastique, elle a toujours aimé ce monde-là, puis elle a toujours adoré la littérature. Puis c'est vraiment beau de voir que ça a vraiment lancé dans ce projet-là, puis que ça a vraiment abouti à quelque chose de vraiment merveilleux. Stéphanie, comme vous savez tous, elle a commencé à écrire son livre à la Polyvalente quand elle était en 9e année, quand elle a commencé. Puis je la voyais toujours, elle était dans l'autobus, puis elle avait un ballon de feuilles, de papier, ligné, troué comme ça, qui grossissait à tous les semaines, puis ça passait de ça à ça en l'espace de 10 ans. Fait que c'est vraiment beau à voir qu'un projet comme ça, que quelqu'un a mis tellement de temps et d'efforts dedans, a abouti à quelque chose. Puis je me rappelle, Catherine lisait tout le temps son roman, puis elle disait tout le temps que les points qui étaient à améliorer ou qu'est-ce qu'elle aimait, puis tout ça, pour vraiment être comme sa première critique. Là. Donc c'était vraiment un travail non seulement à Stéphanie, mais aussi de plusieurs gens dans son entourage. Donc c'est un peu ça pour l'événement, la manière que ça va postuler. Stéphanie va prendre son livre, elle va vous lire un extrait. Ensuite, après ça, les livres vont encore être en vente. C'est long du mur, comme vous avez vu à l'entrée, pour acheter un livre pour le prix de 20 $. Puis ensuite, Stéphanie va les signer à côté il y a comme une espèce de tableau là, avec le titre dessus. Puis ensuite, Alison Haché, elle va prendre les photos, si vous voulez une photo avec Stéphanie. Puis ensuite, ces photos-là vont être publiées sur la page d'auteur à Stéphanie sur Facebook. Donc, vous n'avez pas besoin de vous écouter pour les photos, on vous couvre pour ce point-là. Puis vous allez sur Facebook, puis les photos vont être sur la page. Ensuite, vous pouvez suivre Stéphanie sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, puis aussi sur son site internet stéphaniedugas.com. Vous faites juste une recherche sur Google, puis vous allez le trouver. Donc, c'est tout pour le moment, puis j'inviterai Stéphanie à prendre la parole. Ouais, c'est sûr que c'est allumé, ça va. Allô? Ça va bien? Luc a tout dit, je pense qu'on va s'en aller. La première fois que j'ai imaginé mon lancement, je m'attendais sérieusement pas qu'il y ait autant de personnes qui allaient se déplacer pour ça, puis vous me faites vraiment chaud au cœur. J'aimerais vous remercier chacun et chacune d'être là. C'est vraiment spécial. Entendez-vous bien? Allô? Ah, il n'y a pas de problème dans mon rénatage. Bonjour. Là, vous m'entendez bien? Oui. Bon. Je vais répéter, je vous remercie d'être toutes là. Vous me faites vraiment plaisir. Ça fait tellement longtemps que je rêve de ça. J'ai cherché longtemps quoi vous dire aujourd'hui. J'ai juste pensé vous raconter un peu mon parcours, de où ça a commencé. Puis comme que Luc a dit, ça a commencé loin, puis ça a commencé ici. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Terre des Jeunes pour faire mon lancement, parce que c'est ici que j'ai commencé à écrire. Puis c'est ici que tout a pris naissance. Puis la personne qui va te donner le goût d'écrire, ben, elle est en avant de moi présentement, puis c'est ma grand-mère. Puis je vais essayer de ne pas broyer du début, OK? J'avais 6 ans, puis ma grand-mère, pour ceux qui la connaissent, elle écrit elle aussi. Puis je me faisais souvent garder là. Puis pour ceux qui connaissent ma grand-mère, vous savez comment c'est une femme travaillante. Elle prenait soin des personnes âgées chez elle, puis elle a pris soin de ses parents. Quasiment, 25 ans, même elle a pris soin de tes parents. Puis ma grand-mère, quand elle avait un petit moment à elle, ben, elle allait écrire, puis c'était ça son passe-temps, puis c'était ça qui lui faisait du bien. Puis moi, ben, j'ai 6 ans, je sais c'est quoi écrire, je suis en première année, je sais écrire, mais je comprends pas c'est quoi encore. Tout ce que je sais, c'est que je vois ma grand-mère, qu'elle a le sourire en coin, qu'elle a les yeux brillants, puis à chaque fois qu'elle a de l'inspiration, elle écrit, puis je veux comprendre c'est quoi, puis je lui demande, mais mère, c'est quoi tu fais? Elle me dit, j'écris. OK. Fait qu'elle me donne un papier, elle me donne une plume, elle me dit, va écrire une histoire. Ben moi, dans la tête d'un enfant de 6 ans, mais c'était pas une histoire, j'allais lui écrire, c'est la plus belle histoire que je voulais lui écrire. J'ai pris mes premières armes, je m'en étais dans le salon, puis j'ai commencé à écrire. Puis quand j'ai eu terminé, j'ai été la revoir, puis elle m'a demandé de lui lire. Je suis pas mère, je suis pas grand-mère.
Mais j'imagine juste avec les yeux qu'elle m'a fait comment elle était fière de moi. Puis quand tu es un enfant puis tu vois ça dans les yeux de ta grand-mère, ben, tu viens de recevoir déjà là toute la dose que tu as besoin pour continuer. Ma grand-mère a tricoté beaucoup, fait qu'elle avait toujours des balles de laine à côté d'elle, fait qu'elle a pris et elle a coupé 3 morceaux. Puis elle a relié la première reliure de mon premier roman. J'avais 6 ans. Puis mon livre il s'appelait La clé d'un jardin secret. Mais ce que ma grand-mère ne savait pas, c'est qu'elle venait me donner la clé de son jardin secret. Fait qu'après ça, comme je vous disais, elle s'occupait de ses parents. Fait que là, elle m'a dit, va lire ton roman, ta petite création, pépé, pas mémé à l'autre bord. Mon arrière-grand-père, il savait pas lire, mais mon arrière-grand-mère, oui. Fait que c'est sûr que j'allais là, c'est sûr que c'est moi qui allais le lire. Fait que j'ai été, puis j'ai commencé à lire, puis j'ai vu dans leurs yeux la même chose que je voyais dans les yeux de ma grand-mère. Puis c'est là que j'ai compris comment fort c'était les mots. C'est pas juste écrire, c'est une ouverture sur un monde imaginaire tellement incroyable. Moi, pour ceux qui me connaissent ou qui me connaissent pas, je suis enfant unique. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination, puis quand je voulais jouer dehors avec mes cousins ou mes amis, je voyais toujours un monde imaginaire tellement gros, puis je me disais « Oh, on va aller jouer à ça! » Puis là, il y a personne qui voulait jouer avec moi, puis j'étais la seule à voir ces images-là. C'est là parce que ma grand-mère m'a donné ce pouvoir-là de voir que, OK, je peux tout mettre ça en écrit. C'est là que j'ai compris c'était quoi écrire. C'était pas juste mettre des lettres ensemble, faire des mots, c'était écrire. C'est à partir de ce jour-là que j'ai su que je voulais être écrivaine, puis c'est parti aussi loin que ça. Fait qu'après ça, ben, j'ai juste à Terre des Jeunes ici, comme je viens de vous le dire, puis j'avais déjà rencontré Luc, qui est mon voisin de 10 maisons. Il est où, Luc, là? Il est caché dans le coin. Il est caché. Il était quoi, Luc? 10 maisons? 10 maisons? C'était toi qui les avais. On tue un l'âge. En tout cas, on s'aimait pas, mais on s'aime encore. C'est une longue amitié qui a persisté pendant 20 ans à cette année. Puis avant je commence la maternelle, mais vous savez, on n'a pas d'amis, je suis enfant unique, moi je sais pas c'est quoi être avec tout le temps quelqu'un. J'ai mes cousins que je vois souvent, mais c'est pas la même chose. Puis mon père avait un ami, dans ce temps-là, quand il travaillait, il s'appelait Eric. Il était tout le temps à la maison. Il m'avait dit, quand tu arriveras à la maternelle, regarde pour une fille avec une tache de naissance sur le bord de l'œil, c'est ma fille, elle s'appelle Josée. Et moi, quand j'arrivais en maternelle, ça donné que j'ai rentré dans ma classe, j'ai regardé pour une fille avec une tache de naissance. Je l'ai trouvée. J'étais la voir, j'ai dit, c'est-tu Josée ton nom? Elle dit oui, ben il faut qu'on soit amis, ça a l'air. Puis on est amis depuis ce temps-là. Puis elle, quand je l'ai vue la première fois, elle était assise à une petite table. J'imagine qu'elle était haute de même, elle devait être haute de même, là. Elle était en train de dessiner. Puis j'étais loin de me douter que cette amitié-là allait durer aussi 20 ans. Puis qu'on allait unir ces deux talents-là, ces deux choses-là qu'on était nés pour être ensemble jusqu'à aujourd'hui. Fait je vous dirais que jusqu'à peu près ma 5-6e année, l'écriture faisait partie de ma vie, mais j'avais encore rien fait de concret avec. J'écrivais pour le plaisir, mais je n'avais pas encore de roman d'écrit, à part le petit roman que ma grand-mère m'avait si bien fait faire. C'est en 6e année que ça a vraiment commencé, t'as 10 ans, en 6e année, je crois. Ouais, je suis pas bonne en maths, je suis en lettres, là. Puis là, je me suis dit, j'aime écrire, pourquoi pas écrire un roman puis le publier. Puis je voyais ma grand-mère de son côté qui voulait publier son roman, mais qui malheureusement n'y arrivait pas. Parce ma grand-mère était obligée de quitter l'école à la fin de sa 5e année pour aider sa famille. Mais ça l'a jamais arrêté parce qu'elle aimait écrire. C'est ça qu'elle voulait faire dans la vie. Puis là, je voyais ma grand-mère qui essayait de publier son roman, puis je me disais, hey, moi aussi je veux vivre ça, moi aussi je veux publier un roman. Et pour ça, il fallait en écrire un. Fait que j'étais voir Josée, en 6e année, et j'avais une idée. L'histoire de 2 petites jumelles. Puis ça se passait dans cette école ici. Puis c'était déjà dans du fantastique, parce que moi je suis tombée dedans. Moi, les Sailor Moon, Pokémon, puis je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 2 ans. Moi, l'univers fantastique fait partie de moi depuis toujours. Fait que c'était évident que ma série, tout ce que j'allais écrire allait être fantastique. Fait que j'étais voir Josée, puis je lui ai parlé de mon idée, puis comme j'arrivais pas à me brancher sur quel personnage je voulais comme principal, mais j'ai fait des jumelles, 2 différentes, mais qui me permettaient de régler mon dilemme. Puis mes parents ils me donnaient de l'argent pour aller manger à la cafétéria, mais moi je gardais toujours de l'argent de côté, je me privais un peu, puis cet argent-là, je la donnais à Josée, puis je disais, je te donnais une pièce de dessin. Si tu veux m'aider dans mon rêve, là, je te donne une pièce de dessin. Je pensais que ça sert de lancement en liste de secret. Je me privais de manger les repas, puis je mangeais des... Attends, c'est fini, oui. Je mangeais des sandwichs aux œufs. C'était pas cher.
C'est comme ça que ma première série a commencé. J'ai écrit 5 tomes de ma 6 à ma 8e année, ici. Puis je me rappelle, à la fin de la 6e année, moi et José, on a eu notre première chicane. Vous savez, c'est quoi, on est enfant, on passe tout par là. T'es plus mon ami! On l'a vécu comme n'importe qui. Mais en 7e année, j'étais pas mal toute seule, parce que j'avais plus ma meilleure amie avec moi. Fait que ce que je faisais, je demandais à mon professeur titulaire si je pouvais rester aux récréations ou de sortir dehors pour écrire. Puis lui, il disait toujours, c'est qu'il posant des questions, là, tu décores la classe. Moi, ce que j'ai jamais compris, c'est qu'il y a personne qui a rien dit, puis la classe n'était jamais décorée. Puis quand que, mettons, lui surveillait, puis qu'il pouvait pas comme, garder un œil sur moi dans la classe, c'est sûr qu'il me laissait pas tout seul là, ben, j'allais me cacher dans les toilettes au gymnase. Je rentrais, je sais pas si vous savez un peu comment c'est fait, mais quand tu rentres au gymnase, t'as les casiers, t'as les toilettes, puis au fond, t'as des douches. Mais moi, j'allais toujours au fond, dans la dernière douche, me cacher pour écrire, parce que je savais quand les professeurs venaient voir, ils se rendaient jamais là. Moi, j'avais tout arrêté de faire du bruit, puis j'entendais des souliers sur le plancher. Puis si qu'on me pognait, puis quand je sortais, je disais que j'avais oublié quelque chose dans mon casier. Mais j'ai toujours soupçonné. Les professeurs savaient, mais je brisais rire, je sentais d'écrire. À la fin de plutôt au début de ma 8e année, moi et José, on s'est réconciliés parce qu'on ne pouvait pas se passer l'une de l'autre. On a continué ce qu'on avait commencé en 6e année. Puis par la fin de ma 5e année, ça commence bien. À la fin de ma 8e année, j'avais écrit 5 petits tomes d'une trentaine de pages. Et pour moi, c'était gros, là. Puis lorsque je suis arrivée à la polyvalente, j'avais 13, bientôt 14, pas en fait en septembre. Ces histoires-là me collaient plus à la peau parce que j'étais plus la personne que j'étais à 10 ans. Je commençais à l'adolescence, j'avais changé, ma façon de voir avait changé aussi. Puis je me souviens, ma classe titulaire était avec Madame Glenda, qu'elle s'appelait, ma professeure de mathématiques. Et moi, les maths, oubliaient ça. Fait que dans ma classe titulaire, j'avais déjà songé à écrire une histoire, mais je savais pas où est-ce que ça s'en allait encore. Fait que, après ça, mon premier cours, si je me souviens bien, c'était mon cours de maths avec Glenda. Moi, elle pouvait écrire au tableau, elle pouvait parler, j'étais déjà dans un autre monde. Ça, c'était un de mes gros problèmes. Je pouvais pas me concentrer en classe, il fallait que j'écris, il fallait que je fasse d'autres choses. Puis comme je suis visuelle, mais en maths, ça me tuait. Parce que quand c'est du français ou que c'est de l'histoire, mais même si j'écris puis j'écoute, j'enregistre. Mais de la maths, c'est visuel, ben j'ai passé mes maths avec 65 tout le long, là. C'était ça ma bête noire à l'école. C'est dans son cours de maths que j'ai pris la première feuille que j'ai glissée sur mon cahier. J'ai marqué « C'était le 13 juin, un vendredi 13. » C'est tout ce que j'ai écrit. Puis je me suis dit, ça, un jour, je vais le publier. Je savais pas ce que je m'enlignais avec ça. Puis petite parenthèse, ironiquement, j'ai reçu mon roman un vendredi 13. Juste comment la vie va faire des choses comme ça des fois, là. Puis là, je me suis dit, hey, mais ça me prend un titre, sans savoir qu'habituellement, les auteurs, ils choisissent leur titre à la fin du roman, pas au début. Moi, j'en voulais un au début. Puis, demandez-moi pas pourquoi j'ai choisi un lot fardeau. Probablement parce que j'étais au début d'adolescence, puis j'avais probablement un fardeau. Là, on est adolescent, on cherche, on se trouve pas. Des fois, c'est pas facile. Mais probablement, j'avais un fardeau sur mes épaules et je me suis dit, il faut que j'écris. Puis ce fardeau-là, quand j'y pense, c'était probablement mon imagination, qui était encore là, qui était une bénédiction, mais aussi un fardeau. Puis là, je me suis dit, OK, ça va parler de quoi, ça? Puis là, j'avais une grand-mère. Pas ma grand-mère du gars, une autre grand-mère. Cette grand-mère-là, elle était bien spéciale. Je me sens, ma grand-mère, quand je la regardais dans les yeux, là, c'était le genre de personne qui savait toujours tout. Si ça y allait pas bien, elle me regardait dans les yeux, elle pouvait me dire ce qui allait se passer. Elle avait ce don-là de voir dans l'avenir. Puis je sais qu'il y a des personnes qui ne croient pas à ça, mais ceux qui connaissaient ma grand-mère, j'en ai taché. Vous savez, ma grand-mère, elle était reconnue pour avoir les dons pour arrêter les coliques des bébés. Puis moi, ça m'inspirait tellement ce côté-là. Puis comme je vous disais, moi j'aimais le fantastique, fait que c'était évident que j'allais utiliser ça dans mes romans. Puis ça s'est adonné que dans ces temps-là, elle m'a offert un collier, une broche, qui appartenait à mon arrière-grand-mère Léa, sa mère à elle. Puis sur la broche, c'était une lune et un soleil ensemble. Et si vous regardez mon roman, pour ceux qui l'ont, vous pouvez voir le collier qu'elle a dans le cou, c'est une lune et un soleil ensemble. Et ça me vient de là. Puis moi, depuis que je suis toute petite, on me dit toujours les beaux grands yeux d'écureuil. J'ai toujours eu une couleur de yeux particulier parce que de loin, ils ont de la brun, mais de proche, ils sont bleu-vert. Puis ça, je me suis dit, je vais faire de quoi avec ça? Puis quand j'ai arrivé, puis une journée, ça s'est donné par hasard, j'étais assis à côté de ma grand-mère Jeannette, je l'ai regardée dans les yeux, puis j'ai vu que j'avais ses yeux à elle.
J'ai eu le privilège de savoir que c'était ses yeux à elle que j'avais. Puis ma grand-mère, ben, c'était une grande malade. Quand j'avais 13-14 ans, elle était déjà alitée. Elle pouvait pas faire toujours ce qu'elle voulait, mais ça n'empêchait pas d'être une grande dame. Puis elle faisait ce qu'elle avait pour trouver le bonheur de vivre quand même. Je savais que ma grand-mère, elle allait mourir, puis je n'allais pas la garder longtemps. Fait que je me suis inspirée de ça. Puis ma grand-mère me disait toujours, un jour, Stéphanie, c'est toi qui vas les avoir, mes dons. Quand je mourrai, c'est toi qui les aurais, mes dons. Fait que sans elle, j'aurais pas pu imaginer l'histoire que vous allez lire avec ce roman-là. Parce que je me suis inspirée d'elle pour l'écrire. Quand j'avais 14 ans, c'est comme ça que ça a commencé. Arrivé en 10e année, là, les choses se sont corsées un peu. Parce que moi, j'avais un problème. Jamais écrire. J'étais pourrite en français. Moi, là, mettre des S au pluriel, là, ça n'existait pas dans ma tête. J'avais de la misère. Puis je me suis dit, qu'est-ce que ma plume a de plus qu'une autre personne? Qu'est-ce qui va faire que le monde va vouloir me lire, acheter mes romans, partager mon univers avec moi? J'écrivais beaucoup dans mes cours, ça a toujours fait ça. J'ai toujours écrit dans mes cours à l'école. Puis ma professeure de français, qui était Nathalie Landry dans ce temps-là, elle a venu me voir après l'école une journée, puis elle m'a dit, Stéphanie, pourquoi tu n'écris plus? Puis je lui ai confié ça. Puis elle m'a dit, OK. Elle dit, demain, là, dans ton cours de maths, je vais aller te chercher. J'ai dit, OK. Puis le lendemain, elle a me chercher dans mon cours de mathématiques. Moi, je n'avais aucune idée de ce que je m'en allais. Elle m'a guidée jusqu'à l'amphithéâtre du 2e de la polyvalente Lumayou. Puis, lorsque j'ai rentré, la première chose que j'ai vue, c'était un grand homme, un grand monsieur. Inspirant. Juste à le regardant, on est inspiré. J'ai aucune idée c'était qui. Elle m'a fait asseoir directement devant lui. Puis à la minute qu'il a ouvert la bouche, là, c'était comme si j'étais dans un autre monde. Je l'écoutais parler, puis je me suis dit, un jour, c'est exactement ça que je veux faire. Puis cet auteur-là, c'était Brian Perrault. Pour ceux qui le connaissent, c'est l'écrivain de la série Amos d'Aragon, écrit pour les jeunes. Puis quand c'était fini, moi, j'ai voulu me lever, puis ma professeure a dit, non, tu restes là. J'ai pensé, là, je suis jusqu'à ça en ligne avec ça. Et là, quand tout le monde était sorti, M. Perrault, il m'attendait. Quand il m'a vu, il dit, c'est comme ça, c'est toi l'écrivaine de la polyvalente Lumayou. Ah, ben j'ai dit, tu viens de m'en apprendre une bonne, je ne savais pas. Là, il m'a dit, ça a l'air que tu as arrêté d'écrire. J'ai dit oui. Puis là, il m'a demandé pourquoi. Puis je lui ai confié la même chose que j'ai dit à ma professeure. Puis il m'a dit, pourquoi tu écris? J'ai dit, parce que ça me fait du bien. Ben, il dit, c'est tout ce que ça devait être. Commence par écrire pour toi, parce qu'il faut que ça te fasse du bien. Puis il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va te lire. Puis il y aura toujours quelqu'un quelque part qui n'aimera pas ce que tu écris. C'est correct, c'est comme ça que c'est. Après ça, j'avais un papier, puis un morceau de papier dans mes mains, puis une plume, puis là, je voulais avoir son autographe, mais j'étais un peu mal à l'aise. Puis là, il me dit, on va faire un jeu, moi puis toi. Je vais commencer une histoire, puis toi, tu vas la finir, verbalement. J'ai dit, OK. Fait que là, il a commencé à raconter une histoire. Un chauffeur d'autobus qui arrive à un... Là, maintenant, je t'ai regardé, là, fait que là, ça m'a inspiré. Un chauffeur d'autobus qui arrive à un arrêt, là, ou à une maison, mais quand il rouvre les portes, il voit quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il voit? Puis là, il m'a dit, OK, c'est à toi. Je m'en souviens plus de ce que j'ai dit, mais j'ai sorti quelque chose. Il a pris mon papier, il a pris mon crayon, puis il a marqué à une future écrivaine, Brian Perrault. Puis quand j'ai sorti de l'amphithéâtre ce journée-là, j'ai plus jamais douté une seule seconde de ma plume. Parce que je savais qu'il y aurait quelqu'un quelque part qui voudrait me lire. Puis quand je vous regarde devant moi, vous en êtes la preuve. Mais là, j'avais une deuxième mission à relever. C'était de régler mon problème de français. Ça, il fallait que je me remonte les manches. Quand j'ai commencé ma 11e année, je me suis donné un défi. Ça allait être de terminer première en français. C'était pas évident, je faisais peut-être 60, 65, 70 de moyenne. Mais je m'étais promis que j'allais finir. Puis j'étais pas en français enrichi, évidemment. Mais j'ai réussi. À la fin de ma 11e année, c'était moi qui aidais la professeure dans la classe à aider ceux-là qui avaient de la misère en français. Puis j'ai reçu un certificat avec mon bulletin final que j'avais fini première en français dans la 11e année. Je m'étais prouvé que je pouvais. Je m'étais prouvé que je pouvais, puis si je pouvais faire ça, je pouvais faire bien plus. Quand la 12e année est arrivée, moi je m'étais promis de terminer mon roman à la fin de ma 12e année. Puis j'avais beaucoup mes amis, j'avais José, j'avais mes bons amis Guillaume, j'avais Catherine, ma propre cousine, que j'avais retrouvée, qui habitait au loin toute sa vie, mais qui est revenue me rejoindre en 9e année, puis qui m'a accompagnée pendant mes 4 ans
de polyvalente et mes 4 années d'un lourd fardeau. C'était elle ma première lectrice. C'était elle qui me disait, puis qui me disait « Ah ben ça, je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu voulais dire. » C'était elle la première. Puis alors, entre ça, mais il y avait mes autres amis. Il y avait José, il y avait Guillaume, il y avait Luc qui voyait le monde me lire. Puis il y avait d'autres mondes à la polyvalente qui... Je passais mon petit cartable, puis que le monde me donnait leur avis, puis qui marquait des petites notes sur mes feuilles mobiles, parce que la première version de nos fardeaux était écrite à la main au complet. Quand j'ai terminé ma 12e année, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie, parce que tout ce que je savais faire, c'était écrire. J'étais pas bonne en rien d'autre, pour moi. J'étais pas bonne en rien d'autre. Puis là, moi, je savais que je voulais continuer à l'université, mais en quoi, j'avais aucune idée. Finalement, on m'a guidée un peu, puis on m'a dit « Tu ferais une bonne professeure de français. » Puis comme j'aimais beaucoup l'histoire, j'ai décidé de faire une majeure en français, puis une mineure en histoire. Je me suis inscrite là-dedans à l'université. Lorsque je suis arrivée à l'université, là, je savais que j'allais perfectionner mon français, puis j'allais vraiment augmenter ça de niveau, puis que tout ce que j'avais écrit, j'allais le recommencer. Puis là, je regardais encore mon héroïne, dans le même principe que les histoires que j'ai écrites quand j'étais dans cette école, puis elle avait 13 ans, j'en avais 18. C'est difficile pour une adolescente, une préadulte de 18 ans de se remettre dans les souliers quand elle avait 13 ans. Puis la souffrance ou la recherche de soi qu'on a aussi à cet âge-là, qu'on a combattu, qu'on a oublié en grandissant, je ne l'avais plus. Puis je me suis dit, je vais la vieillir tout simplement, mais je ne changerai pas mon histoire. Fait que mon héroïne a passé de 13 à 18 ans. J'ai recommencé, mais là j'ai commencé à l'écrire à l'ordinateur. J'avais fini l'époque d'écrire à la main, là on commençait technologique, là j'ai commencé à écrire sur l'ordinateur. Mais là je suivais mes cours d'éducation, puis c'était pas pour moi. Je le voyais. Moi, faire des professeurs devant la classe, c'était la pire affaire que je pouvais me demander de faire. Puis mes professeurs le voyaient, mais je savais pas quoi faire d'autre. Puis une professeure de littérature qui est venue me voir, elle s'appelle Christiane Saint-Pierre, elle vient de Caraquette. Je l'ai perdue de vue après, malheureusement. Puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit « Stéphanie, pourquoi tu continues pas en littérature? » Je savais pas c'était quoi, je savais même pas que ça existait. Puis là, elle m'a dit « Ça va perfectionner tes écrits, puis ça va juste enchérir ton amour de la lecture. Tu vas apprendre à voir le français, les romans, les histoires d'une façon différente. » Elle dit « Moi, je te conseille de continuer avec ça. » Fait que j'ai décidé, mais moi, j'ai enfant unique, la petite fille à maman puis papa, qui n'a jamais sorti beaucoup de la maison, j'étais bien trop terrorisée d'aller à Moncton. Fait que j'ai décidé de faire un an de plus à Chupagan. Je vous présente ma filleule, Victoria. C'est une chanteuse. Chanteuse opéra, là. Ah oui, mec, elle a trouvé sur stage, danse, bon, j'étais rendue où, là? Fait que quand j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, comme on dit, puis m'en aller en littérature. J'ai été voir la madame, je nommerai pas le nom, j'ai été voir la madame au secrétariat de l'université, puis j'ai dit, je vais changer mon domaine. Elle m'a dit, OK, tu peux aller dans quoi? J'ai dit, je vais aller en études littéraires. Elle m'a regardé et elle m'a dit, c'est quoi, tu veux pas d'avenir? Je sais pas si vous savez, mais moi, ça a mis du feu dans mon estomac parce que là, on venait de me donner un défi. Je l'ai regardé et j'ai dit, un jour, tu tiendras mon livre entre tes mains puis tu aurais fait ces photos-là. Je t'aurais prouvé que oui, j'ai un avenir là-dedans. Je ne m'aurais pas laissé abandonner par un commentaire comme ça. Fait que j'ai changé en littérature. Je m'en étais à Moncton. Puis en 2012, j'ai terminé mon bac. J'ai terminé l'écriture d'un lourd fardeau, qui était 585 pages Word, sans savoir que c'était 1000 pages publiées. Mais là, une fois c'est fini, là, moi je vais le publier, là. Mais je sais pas par où aller. Fait là, je me suis assise avec ma mère, puis là, on a commencé à chercher des maisons d'édition. Mais moi, je voulais pas être publiée par un éditeur qui allait me dire quoi faire. Si je travaillais aussi longtemps là-dessus, c'était pour publier comme je le voulais, moi. Fait que je voulais pas d'un éditeur qui, à la limite, qui m'aurait dit « Ben, ce personnage-là, tu devrais changer de nom, tu devrais le faire mourir, ou... » Non. J'ai décidé de publier à compte d'auteur. Il y a personne au Nouveau-Brunswick qui pouvait publier ça, puis il y a personne au Nouveau-Brunswick qui acceptait les fantastiques. Quand j'ai écrit aux maisons d'édition, ils ont tout refusé. Pour moi, c'était pas un obstacle. C'était juste « OK, on continue de chercher. » Jusqu'à temps, j'ai trouvé la maison d'édition des Immortels du Québec.
Je lui ai parlé de mon projet. Puis elle m'a dit, OK, envoie-moi ton manuscrit. Je lui ai envoyé mon manuscrit. Entre-temps, j'étais en train de terminer mon bac à l'université en spécialisation en études littéraires. Parce que les 2 années que j'ai faites à Chupagan en éducation, j'ai tout été créditée. Fait que je n'avais pas perdu d'année à l'université. Tous mes cours avaient été crédités pour ça. Puis c'était le dernier. Puis je suis la première à l'université de Moncton, à Moncton aussi, qui a fait son mémoire de bac en création. Parce que lorsque ma professeure a vu que moi j'étais faite pour écrire, elle s'est dit si qu'il y avait quelqu'un qui peut faire l'expérience, c'est toi. Bonjour, ça c'est mon autre filleule, Noah. Fait que c'est ça, elle m'a dit s'il y avait quelqu'un qui peut faire l'expérience de faire un mémoire de bac en création, c'est bien toi. Fait là, on a fait une expérience. Elle aussi, elle savait pas ce que ça en allait, moi non plus, puis on a travaillé là-dessus. C'était le 17 décembre 2012 quand j'ai terminé mon mémoire. C'était à 10 h le soir. Je marchais dans la faculté, les lumières étaient toutes éteintes. Un autre chanteur. Mais là, je m'en allais, j'allais porter mes feuilles, mais il y avait quelque chose qui me disait que j'avais pas terminé. J'avais pas fini. Puis pour moi, la fin d'un bac, c'était la fin de mes études, puis c'était tout. Non, il y avait une voix qui me disait quelque chose. J'ai glissé mon projet sous la porte, puis j'étais m'asseoir dans les marches au centre de ma faculté. Il n'y avait pas un son. J'étais toute seule avec moi-même, puis cette soirée-là, je venais de perdre mon arrière-grand-mère Eugénie. Je sais pas si c'est elle, mais il y a un petit voix sur mon épaule qui est venu me dire « Continue, t'as pas fini. » Puis continue pas pour toi. Continue pour ta grand-mère. Je savais pas encore exactement ce que ça voulait dire, mais je savais que je continuais. J'ai été chercher une application, je l'ai remplie, j'ai contacté une de mes professeurs, j'avais besoin d'une référence. Le 20 décembre, j'ai accepté en maîtrise. Janvier, je continuais. J'étais beaucoup fatiguée à la fin de mon bac parce que j'avais eu un gros dernier semestre. Je l'avais dit à mon professeur qui était ma directrice, à la fin de ton bac, tu as un professeur attitré qui va te guider avec ton mémoire final. J'avais été la voir, je dis écoute, je veux continuer, mais je suis fatiguée. C'est exigeant à la fin, c'est un gros sprint final. Puis elle m'a dit, Stéphanie, petit train va loin. Prends ton temps. L'important, c'est que tu te trompes. Puis j'ai dit OK. Fait qu'au lieu de prendre 2 cours en janvier, je l'ai seulement pris 1. Puis j'ai pris mon temps. Puis pendant ce temps-là, je travaillais là-dessus avec mon éditrice. Mais je ne savais pas encore ce qu'elle allait me publier. Puis là, c'était comme plein de projets en même temps. Finalement, mon éditrice, elle s'appelle Nancy Paquin. Elle m'a contactée et elle m'a dit « J'ai seulement lu les 20 premières pages. Les 50 premières pages, excusez-moi. » Là, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, elle a lu les 50 premières pages, puis elle n'aime déjà pas ça. » Là, elle m'a dit « J'aime ça. Il y a des petites choses que je te propose. » Elle ne me forçait pas à changer rien, mais elle me conseillait de changer certaines choses. Puis c'était ça que je voulais et c'était ça que je m'attendais d'elle, les conseils. Fait que j'ai lu ses conseils, je les ai appliqués selon ce que... En étant fidèle à moi-même, en étant fidèle à mon roman. Puis je lui ai renvoyé. Puis j'ai décidé, je lui ai dit, je vais prendre un an. Donne-moi un an parce que je ne veux pas faire ça vite, je veux prendre mon temps. J'ai toujours pris mon temps avec ce livre-là, puis c'est pour une raison, c'est parce que je voulais qu'il soit bien fait. Fait que l'été 2013 est arrivé. Je venais de finir mon premier semestre de maîtrise. Puis pendant l'été, je travaillais sur ce qu'elle m'avait demandé de travailler. Puis c'est là que j'ai eu une illumination. Ma grand-mère s'était fait refuser partout pour son roman, parce que c'était un trop gros défi pour les maisons d'édition de corriger. Moi, c'était pas un trop gros défi pour moi de réaliser le rêve de ma grand-mère. Fait là, je me suis dit, c'est ce que je vais faire comme thèse de maîtrise. Je vais publier le livre de ma grand-mère. Mais là, je voulais pas y faire de faux joie, ma grand-mère. Elle avait déjà assez de déception avec tout ça. Il fallait que j'en parle à ma directrice. J'ai gardé la même directrice pour ma thèse que pour mon bac. Fait qu'au début septembre 2013, je me suis donné la mission de convaincre mon professeur d'accepter ce sujet-là. Mais il y avait quelque chose d'important aussi cette année. Ma grand-mère allait avoir 70 ans, le 21 septembre 2013. Puis quand j'étais plus jeune, puis que j'étais triste, puis que ça allait pas bien, j'allais voir ma grand-mère jouer. Elle me disait, ma petite fille, tu vas te rendre compte que dans la vie, chaque dizaine va t'apporter quelque chose de merveilleux. Puis là, c'était sa dizaine à elle. Fait moi, j'étais voir ma directrice, puis je lui ai parlé de mon projet. Puis j'avais même pas fini qu'elle avait déjà dit oui.
Puis ma grand-mère a commencé à faire une sorte de... C'est une l'Alzheimer, mais elle a perdu la motricité de ses mains. Elle ne pouvait plus écrire et elle savait très peu lire. J'ai eu l'honneur qu'elle ait eu la chance de lire le roman avant de pouvoir lire. J'ai eu ce bonheur et cette chance-là. Fait que quand j'ai parlé de ça, puis j'ai resté au moins 1 heure dans le bureau avec la directrice, puis elle m'a dit, tu diras un message à ta grand-mère de ma part, c'est qu'elle peut compter sur moi. On va le réaliser, cette rêve. J'ai dit, OK. Puis moi, j'ai appelé mon père. J'ai dit à papa, j'ai dit, là, tu vas trouver une façon, là, mais faut que tu me grimpes mémé à pépire du gars ici, là, pour sa fête. Qui était une semaine après, je crois. OK. Puis là, mon père a appelé mon grand-père, puis il a dit, c'est un secret. J'ai dit à maman qu'on va prendre une drive voir Stéphanie et Catherine. Mais elle se doute de rien. Ils sont venus me trouver à Moncton. Pour ceux qui me suivent un peu depuis un bout sur Internet, vous savez que j'ai mis une vidéo quand je suis venue annoncer. Qu'à tous les dizaines, il se passait quelque chose de merveilleux. Puis moi, pour ses 70 ans, je lui faisais la promesse qu'elle allait tenir son roman de ses mains un jour. Fait là, c'était finir ma maîtrise, parce qu'une maîtrise, c'est 4 cours, mais c'est 4 gros cours. Puis après ça, tu as ta thèse qui peut prendre jusqu'à 2 ans à faire. Fait que j'étais rendue là. C'est comme ça que le rêve de ma grand-mère est entré dans ma vie. Puis en même temps, je continuais à travailler avec Nancy, puis on parlait de mon roman. Jusqu'à temps qu'elle est venue me parler, elle a dit « Les changements que tu as apportés, c'est parfait. C'est exactement ça que je voulais. » J'ai dit « Cool. » Mais elle a dit « Il y a une chose que je vais te proposer. Ton roman, il fait 1000 pages publiées. C'est un dictionnaire. » Elle dit « Qu'est-ce que tu dirais qu'on le divise en 2? Qu'on fait 2 tomes avec un. » Puis je me suis dit « Ben, coudonc, pourquoi pas? » Au début, j'avais prévu 4 tomes. Ça s'est transformé en 8 tomes. Ce que vous voyez là, c'est le premier de 8 tomes. Puis quand elle m'a dit ça, là, je savais que c'était pas mal un oui qu'elle allait me publier. Mais elle a dit, laisse-moi finir, je veux le lire au complet. Puis là, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Puis quand elle m'a réécrit de nouveau, elle m'a dit, à quelle adresse je vais envoyer le contrat. Fait que c'est comme ça que j'ai su qu'elle allait me publier. Puis après ça, il y avait d'autres défis avec ça. Là, c'était OK, on publie, on divise, mais là, il faut corriger, il faut faire la mise en page. Puis j'ai su 2 mois passés qu'elle n'avait pas pris de correcteur pour mon roman. Elle a dit, je travaille pour elle, je prends des contrats de correction pour elle pour corriger les textes de ses autres auteurs. Puis elle s'est dit, Stéphanie, elle est assez forte en français, mais je vais vous dire qu'elle m'a surestimé beaucoup, là. J'ai passé de la fille de 10e année qui avait horreur de mettre un S au pluriel à « OK, t'as pas besoin de correcteur pour ton roman ». Je me suis tapé 4 jours de correction intense. Fait que ce que vous voyez là, ça vient 100% de moi. Il n'y a pas de correcteur qui a passé en arrière de moi, il n'y a pas de réviseur qui a passé en arrière de moi. Je suis l'auteur, la correctrice et la réviseur de ce roman. Nancy. C'est sûr que Nancy l'a relu une dernière fois à la fin, juste pour faire sûr, là, on s'entend. Mais tout le travail que vous allez lire, ça vient de moi. Puis ça, c'est avec grande fierté que je vous dis ça. Parce que j'aurais jamais cru un jour être capable de vous livrer un livre en entier sans avoir besoin de la sécurité d'un correcteur en arrière de moi. Puis ça, entre-temps, là, mais moi, je parlais avec José, là, puis c'était comme, ouais, on commence la couverture, là, faut qu'on fait partie de ça. Puis moi, j'avais été claire avec Nancy. Tu ne publies pas si José ne fait pas la couverture. On s'était fait la promesse, on était ici, on s'était fait la promesse. Je ne pouvais pas concevoir que personne d'autre allait faire la couverture. Puis elle m'a dit, c'est sûr. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Fait qu'on a commencé à travailler là-dessus. C'est pas facile. Ceux qui pensent que le métier d'illustrateur ou dessinateur, c'est facile, ce n'est pas. Josiane a mis. Comment t'as mis ces couvertures en tout? Quasiment 200 heures de travail. Pour ce que vous voyez. Elle l'a fait 2 fois. Parce que la première couverture, quand je l'envoyais à mon éditrice, elle était comme oh, ça aurait fait assez bien. Puis sans savoir qu'elle n'était pas satisfaite non plus, fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait qu'on l'a refait, puis là finalement, ben, c'est la belle couverture que vous voyez là. Puis la couverture finale qui est approuvée. Puis à la fin, si vous allez voir à la fin, vous voyez la promesse d'un 2e tome en mars 2016, avec un aperçu la deuxième couverture que José a fait.
Puis, 2 semaines passées, de la semaine passée, excusez-moi, j'ai eu une bonne nouvelle. Ben là, vous pouvez vous tenir en main 11 ans. En septembre, ça fera 11 ans que je travaille là-dessus. Mais la semaine passée, j'ai eu une nouvelle concernant le roman de ma grand-mère. Le roman de ma grand-mère, là, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre parce qu'on a toujours le coupé en deux, lui aussi. Parce que lui, c'était pas 1000 pages publiées, c'était 1200 pages. Fait que pour ceux qui croient que juste avoir une 5e année, c'est pas un atout, là, oubliez ça. Si vous voulez faire de quoi dans la vie, faites-le, puis il n'y a pas de barrière. C'est ce que je veux prouver à ma grand-mère. Puis comme qu'elle m'a toujours dit que tout ce qui arrive pour le mieux, puis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, mais la seule raison pourquoi elle ne pouvait pas publier son roman, c'est parce que c'est moi qui vais le faire. Puis il fallait que ça soit fait comme ça. Je vais être l'éditrice du roman de ma grand-mère. Il n'y aura pas de maison d'édition, c'est moi qui vais publier. Je vais faire de A à Z. Je l'ai réécrit l'été passé. Je vais le corriger, je vais le réviser, je vais l'éditer. Ce que vous allez tenir dans vos mains au plus tard à l'automne sera entièrement de moi et d'elle. Ces applaudissements-là, ma mère, ils sont pas juste pour moi, ils sont pour toi aussi. Là, je vais vous lire, si vous le voulez bien, mon prologue. Pour ceux qui ont déjà les romans, vous pourrez suivre avec moi. Et si je bafouille et que je rate un mot, vous pourrez le savoir. Puis si je lis trop vite, vous me dites aussi. Ça va être à la page 9. Et ça vous donnera un petit avant-goût de ce qui s'en vient. Maman. Elle courait aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient. Elle ferma ses yeux ruisselants de larmes et s'engouffra dans cette forêt qu'elle connaissait depuis toujours. La nuit, qui était plus noire que toutes les autres nuits, semblait se répandre partout autour d'elle. Elle tournait à gauche, à droite, ne sachant plus où aller. Tous les sentiers se ressemblaient. Finalement, elle déboucha dans un champ d'où la vue du massacre était encore plus claire et précise. En s'assoyant au pied de l'unique arbre qui s'y trouvait, elle éclata en sanglots. Elle était la cause de tout cela. Bien qu'elle les avait prévenus, ils l'avaient tous. Devant elle se dessinait maintenant l'ombre de la mort et du désastre. Le château dans lequel elle avait grandi n'était plus que ruine et fumée. Les murs tombaient les uns après les autres, emportant avec eux tous les rires et les souvenirs qu'ils renfermaient. Les gens qu'elle aimait de tout son cœur étaient soit morts, soit agonisants à leur triste sort. Quelques-uns s'étaient enfuis, combien, elle ne le savait pas. Tout ce qui lui était cher disparaissait sous ses yeux impuissants. Depuis sa naissance, tout le monde avait su que la petite princesse n'était pas comme les autres. Elle avait prédit de nombreux malheurs qui s'étaient avérés exacts. Son père lui reprochait souvent de n'avoir rien de lui, alors que sa mère la surprotégeait. Déjà à son âge, elle avait fait plus de tours que personne n'avait su expliquer. Tout cela était resté emprisonné entre les murs du château. Le roi et la reine avaient fait venir les meilleurs druides du continent. Aucun d'eux ne semblait pouvoir guérir la princesse de son anormalité. Ils avaient donc décidé de cacher la fillette. Elle ne pouvait plus sortir seule du château pour aller se promener dans le bourg. Ses parents avaient déclaré qu'elle souffrait d'un trop grand mal pour pouvoir sortir. Elle devait toujours être accompagnée d'un chevalier ou d'une servante qui était aussi une vieille amie de la reine. Mais grâce à ses pouvoirs, la nuit s'éclipsait et elle allait marcher dans la forêt. Sa gardienne le savait, mais comme elle partageait beaucoup de points en commun avec l'enfant, elle la laissait faire en veillant sur elle de loin. Fatiguée de ses escapades, le jour elle dormait, la plus grande majorité du temps. Les gens associaient ce comportement à la maladie que ses majestés avaient annoncée à propos de leur fille. Tout en grandissant, elle avait appris à gérer ses pouvoirs et à les comprendre. Elle avait eu beau répéter à ses parents qu'elle pouvait se contrôler, mais ils ne voulaient pas l'écouter. Un bon matin, elle s'était éveillée en sueur et en panique. Elle avait dévalé sa tour plus vite qu'une personne n'aurait pu le faire habituellement et s'était ruée dans la chambre à coucher de ses parents pour leur raconter son rêve. Il lui avait alors répondu qu'une fille de son âge ne pouvait pas parler sérieusement en disant de telles choses. Un rêve reste toujours un rêve, lui avait dit son père. Sa mère lui avait dit qu'elle devrait pratiquer des activités dignes d'une fillette de son âge au lieu de jouer les prophètes de malheur. Depuis ce jour, elle s'était alors jurée au silence. Plus un seul mot n'était sorti de sa bouche.
Quelques heures avant le désastre qu'elle avait prédit, elle avait fait son baluchon et s'était enfuie du château malgré les avertissements de sa gardienne. Celle-ci l'avait supplié de ne pas laisser ses dents uniques réagir à sa colère. Maintenant, elle était assise sur le haut d'une colline et regardait en silence sa prédiction se réaliser. Le cœur déchiré par la perte de tout ce qu'elle avait, de tout ce qu'elle était et par la satisfaction de voir qu'elle avait eu raison de suivre son intuition. Les barbares avaient envahi le bourg, le château et avaient tout détruit. Ils avaient mis le feu partout sur leur passage, avaient agressé et tué des femmes. Des enfants se retrouvaient maintenant sans famille, sans abri, ou encore ils étaient mutilés et gisant sur le sol froid. Elle pouvait fermer les yeux et entendre les cris de terreur au loin. La petite princesse se sentait impuissante. Si seulement elle l'avait écoutée au lieu de la traiter en monstre. Tout ceci aurait été évité, ainsi que toutes ces pertes de vie inutiles. Les gens se seraient préparés à l'attaque et auraient pu dissiper ces assassins en moins de 2. Malheureusement, l'histoire avait été écrite ainsi. La petite princesse se sentait trembler de tristesse, de rage, je ne le savais pas. C'en est assez, se dit-elle enfin. Elle se leva, regarda le désastre et ressentit le besoin pressant de faire quelque chose. Ses yeux se posèrent sur les ruines du château, sur les corps inertes qu'elle devinait au loin, ainsi que sur les braves hommes qui continuaient de se battre dans l'espoir que tout finirait par s'arranger. Elle sentit le bout de ses doigts brûler comme si on venait de faire bouillante. Une voix lui chuchotait à l'oreille que c'était à son tour d'aller lire. Une voix lui disait qu'elle avait assez attendu. Elle leva les yeux vers le ciel et son regard se posa sur l'immensité de la pleine lune qui venait de sortir de sa prison de nuages noirs. Ses deux bras s'élevèrent dans les airs tout en donnant l'impression qu'elle voulait toucher l'astre. Soudain, le sol se mit à trembler et son corps vibrait de plus en plus. Un rayon de lumière teinté de violet sortit de la paume de ses mains et elle a frappé la grosse sphère lumineuse là-haut dans le ciel. Aussitôt, le tout sembla ricocher sur la lune et frappa le château. L'immense structure ainsi que le bourg furent alors enveloppés d'une immense lumière violette et des cris encore plus cruels qu'auparavant se firent entendre. Les yeux fermés, les mains vers le ciel, la jeune fille semblait coupée de toute réalité. Le vent se mit à souffler, la terre a grondé. Ensuite, la pluie vint éteindre le feu qui brûlait devant elle. Lorsque les 4 éléments se réunirent, la lumière devint encore plus vive. Puis, dans un grand éclair éblouissant, cette même lumière disparut. D'un peu partout, on pouvait voir les barbares se sauver en criant et en se tenant le visage à 2 mains. La fillette tomba lourdement sur le sol, vidée de toute son énergie. Elle regardait à la lune, encore secouée d'ondes violettes, et se demandait au fond d'elle ce qu'elle avait vraiment fait. Parfois, la magie prenait le contrôle de son corps et elle ne savait plus ce qu'elle faisait. C'était un peu comme si quelqu'un contrôlait son esprit. La paix revint peu de temps après, mais ils avaient beaucoup perdu dans cette bataille. Cependant, pour la première fois de sa vie, les gens semblaient la prendre au sérieux. Son père était tombé au combat, et puisqu'elle était la seule héritière, le royaume connut de grands changements. La jeune reine dut porter sur ses épaules un peuple décimé, et elle fit construire un nouveau royaume à son image. Cependant, cette nuit-là, il y avait un détail important qui lui avait échappé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de créer un tout autre problème. Fait que pour ceux qui sont un peu curieux de savoir comme ce que le prologue représente, vous le saurez plus tard dans les livres, mais c'est comme ça que tout commence. C'est le début de tout. C'est le début du collier. C'est le début de mon personnage. Fait que ça vous donne un petit aperçu de ce qui vous attend. Maintenant que ça c'est fait, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je vous avais promis une primeur. Pour ceux qui venaient ici aujourd'hui. Vous êtes les premiers à savoir. Puis pour ça, je ne peux pas le faire tout seul. Il va falloir que mon ami José vienne me trouver. Faut-tu qu'on t'attende? Bon, pour ceux que je parlais de José depuis tantôt, mon illustratrice, c'est elle, José Codin. Avec beaucoup de talent puis qui va se rendre loin. On se tasse? J'espère. La bouteille d'eau aussi, c'est tassé. Es-tu correct? Oui. OK. On peut sortir, là?
c'est fait. Je vous parlais tantôt que j'avais commencé une série de 5 tomes quand j'étais ici avec elle. Puis la primeur qu'on vous annonce, c'est que si vous décidez de vous joindre à moi pour cet univers de 8 tomes que je viens de vous promettre, je vous en promets davantage. Parce que moi et José, présentement, on travaille à l'écriture d'une nouvelle série, d'un autre 8 tomes, où je reprends ces 5 histoires-là que j'ai écrites à Terre des Jeunes. Puis ça sera pas seulement un roman, ça sera pas seulement une bande dessinée. Ça va être 50% de moi, 50% de elle. On va joindre de façon égale nos 2 talents ensemble pour faire un 100% qu'on va vous offrir le plus tôt possible. Le premier tome est déjà écrit. Puis la manière dont ça va fonctionner, c'est que ça ne sera pas juste le dessin, ça ne sera pas juste du texte, ça va être les deux. On ne sait pas encore le format, on ne sait pas trop comment ça s'appelle ou juste, mais on veut créer ce projet-là pour vous. Puis le titre de notre série va s'appeler Gémeaux. Puis si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez nous suivre sur Facebook, je vais vous donner tous les détails là. Allô? J'ai aussi ma page de création, José Godin aussi. Il y en a une couple ici qui savent ce que c'est. C'est toutes mes créations que je fais là, mes dessins et tout ça. Puis j'encourage tout le temps Stéphanie aussi. J'aime ça encourager comme les personnes de notre place. Puis donc on a toutes les données dans le livre à Stéphanie. La deuxième page, je crois. Si vous regardez, vous allez avoir les données à moi. Vous avez toutes les données à José. Dans mon Gmail, mon courriel, ma page de création, mon Twitter, mon Instagram et tout ça. Ça fait que vous pouvez m'encourager si vous voulez. Vous avez des contrats, vous voulez avoir des peintures, des dessins, vous êtes fanatique de tatou, vous voulez un tatouage, gênez-vous pas pour lui écrire puis lui donner des contrats. Je prends n'importe quoi tant que vous me payez. Elle aime les défis, donnez-lui des défis, c'est comme ça qu'elle va apprendre. Puis quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi, cette série-là c'est une préquelle. C'est-à-dire que si vous lisez ma série Un lourd fardeau, la série Gémeaux va être avant. Et si vous commencez à lire Gémeaux, ça va se suivre et vous allez voir des personnages de Gémeaux d'un lourd fardeau et vice-versa. Ça va être un univers. Je vous promets pas 8 livres, mais 16 livres du même univers. Vous vous embarquez avec moi pour un personnage, ça va être plus que ça. Puis tous les personnages secondaires que vous allez lire dans Un lourd fardeau, ils ont des histoires eux aussi, puis je compte bien les écrire. C'est comme un mariage, c'est on est pognés à la vie, nous autres. On a eu des hauts, des bas, la marée était rough, mais notre bateau n'a jamais coulé. C'était beau, ça, je devrais l'écrire. Tu veux t'ajouter autre chose? La seule affaire que je vais ajouter, c'est que ça a tout commencé ici, moi et Stéphanie. On se connaît depuis la maternelle, grâce à mon parrain. Grâce à ta peur de naissance. Elle est plus belle là tout de suite, là, mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rêve depuis qu'on est tout petit, tout petit. Ça fait la seule chose que je veux vous dire, c'est n'abandonnez jamais vos rêves. Jamais abandonner. On est la preuve que ça peut prendre 18 ans, que ça peut prendre 10 ans, que ça va arriver si vous y croyez. Puis laissez pas un commentaire négatif briser quelque chose d'aussi positif qu'un rêve. Prenez ça comme un défi, c'est justement. Bye! Peux-tu être ici depuis que vous me voyez bien? Oui! Ouais, c'est ça, José est plus grande que moi, là, puis je triche en plus, là. Bon, ben, j'aimerais finir ma présentation sur des remerciements. Puis comme je vous ai dit, je vais vous remercier chacun et chacune d'être ici maintenant avec moi. Ça représente beaucoup pour moi, parce que j'ai rêvé cette journée-là presque toute ma vie. Puis de voir que vous vous êtes déplacés en aussi grand nombre pour venir m'encourager, venir me lire. Vous savez même pas à quel point que ça me fait... Mon cœur bat tellement fort présentement grâce à vous, là, c'est incroyable. J'ai passé un beau moment avec vous. Il y a d'autres personnes que j'aimerais remercier aussi. J'aimerais remercier encore une fois ma grand-mère, qui a donné un sens à ma vie. Parce que sans toi, je serais probablement malheureuse, tout ça, pour aller chercher quoi faire de ma vie. J'aimerais remercier mes parents,
Parce que si quelqu'un qui a donné un sens à ma vie, il y en a deux qui m'ont laissé mes ailes et qui m'ont laissé rêver tout ce temps-là. Puis vous avez probablement cru en moi plus que moi j'ai cru en moi-même bien souvent. Que vous avez compris mes moments d'isolement dans ma chambre où j'étais en train d'écrire avec ma musique tutelle. La musique parce que j'écoute pas de la musique à parole, moi j'écoute de la musique de film pour m'inspirer. J'aimerais remercier mon homme aussi, André, que je partage ma vie avec depuis 1 an et demi passé, parce que c'est important d'avoir une personne dans notre vie qui comprend ce qu'on fait, puis qui nous encourage, puis qui nous appuie, puis il est là aujourd'hui avec moi, puis ça me fait plaisir de le voir là. Je remercie José d'avoir rêvé avec moi toutes ces années. Je pense pas que je serais rendue là si ça n'avait pas été de toi. Parce que avoir quelqu'un avec qui rêver, c'est se sentir moins seul. Puis voir mon imagination prendre forme, c'est tellement incroyable. Quand je regarde ma couverture, là, puis je vois le visage de Ellie, mon personnage principal, puis je me dis, quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à écrire, je ne savais même pas à quoi elle allait ressembler. Puis là, elle a un visage, vous pouvez tous le regarder. J'aimerais remercier Catherine, ma première lectrice, d'avoir été honnête avec moi. Elle a toujours su me dire « Non, Steph, ça c'est pas bon, change ça. » Ça peut arriver souvent, par exemple. Elle a toujours su me dire aussi « Ça c'est bon, garde-le. » J'aimerais remercier Marie-Pierre, ma meilleure amie avec qui j'ai partagé mes nuits blanches à l'université puis qu'elle m'a écouté sans chialer, raconter toutes sortes d'histoires parce que j'arrivais pas à dormir puis je voulais écrire. Tu m'as beaucoup aidé puis tu m'as poussé puis je serais probablement pas fini mon bac. Je serais probablement pas à la fin de ma maîtrise si ça n'avait pas été tout pour me kicker dans le cul, comme on dit. Merci, ma belle. Je vais tellement pas oublier personne, non? Mais il y a une personne que j'aimerais remercier, puis cette personne-là n'a pas pu être là aujourd'hui. J'avais 18 ans quand je l'ai perdu. Sans cette personne-là, j'aurais pas pu imaginer l'histoire que vous allez lire. J'ai jamais eu le privilège de dire ce que je voulais faire dans ma vie. Elle n'a jamais eu le privilège de savoir que j'allais à l'université faire ça. Elle n'a jamais eu le privilège de tenir dans mes mains, ça c'est sûr, là. Elle n'a jamais eu le privilège de tenir dans ses mains ce que j'ai écrit. Elle n'a jamais eu le privilège de me lire. Ça, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. Mais je sais qu'elle est là avec moi aujourd'hui, puis qu'elle est sur scène avec moi, puis elle me regarde, elle est fière de moi. Parce que ma grand-mère, Jeannette, m'a toujours mis là. Puis j'espère qu'aujourd'hui, d'où ce qu'elle est, elle me voit encore là. Pour ceux qui veulent des signatures ou acheter les romans, ça va dans la cafétéria. Ma cousine Catherine a apporté, enfance aussi, a contribué à ça, à mettre de la musique de fond. Puis la musique que vous allez entendre, c'est la musique que j'utilisais pour écrire. En fait, ça vous donnait un petit peu une idée de l'atmosphère dans laquelle j'étais. Ils vont aussi avoir un point photo, je viens vous pas, je suis là pour vous. Je viens de journée, ça va me faire juste plaisir de parler avec vous.
Exactement. Et moi, ma belle-fille, là, j'ai l'histoire du tattoo from hell. Alors, ça marche pas, Ouais. J'aimerais une photo avec toi. Peut-être faux. Bravo à toi. Je sais pas pourquoi tu me fais faire ça. Ça va bien? Oui. Et moi, j'ai presque perdu un pied à cause d'un tatou que j'avais fait. Ah, ouais. J'ai un tatou en dedans de ma cheville droite, là, puis tout fait trop de milieu. Ah, wow. Moi, t'es spécialisé pour ça. Moi, j'ai appris une photo avec Mon premier autographe, c'est de la la